Nous voici de retour pour ce cours d'hébreu avancé. On est toujours à étudier cet ostracon paléo-hébreu. On a déjà pas mal avancé dessus et il nous reste encore à voir euh, quelques mots. Donc on va regarder ça tout de suite. Vous l'avez à l'écran. Donc on a lu la baïta, n'est-ce pas, vers la maison, avec le point de séparation, et il nous reste encore un mot à déchiffrer sur cette ligne. Donc, ce mot, la première lettre, on reconnaît la même lettre que ce qu'il y a juste avant, donc le trait, le fût et les trois traits, donc ça nous donne donc un He. Ensuite, la lettre suivante, on reconnaît le W qui est mieux fait que l'autre fois, là, 1, 2, 3, 4, comme ça, même les deux traits qui se croisent un petit peu. On avait vu un Shin pas très bien fait là-haut, là, si vous vous souvenez, là, hop, celui-là, il était fait un peu à la va-vite. Là, il s'est un petit peu plus appliqué, là. Donc là, on reconnaît bien le Shin. La lettre suivante, vous reconnaissez la tête triangulaire avec la hanche qui descend et qui est courbée, qui va vers l'avant. C'est un bet. Euh, euh, voilà, donc bet. La lettre suivante, tête triangulaire aussi, mais un fût qui est droit. Alors on pourrait penser à un dalet ou un resh, mais vu la longueur du fût, c'est un resh. Ensuite, ici, vous avez de nouveau le fût et les trois traits avec celui du dessus qui dépasse, qui est protubérant, c'est donc un he. Et derrière, ça ressemble ici à un point, à moins que ce soit quelque chose qui soit effacé, mais on pense à un point de séparation, voilà, quelque chose comme ça. Alors, si on regarde ce mot-là, vous avez pensé à quelque chose, un terme, une racine, comment vous... C'est pas facile, hein? Nous, on a eu un peu de mal. À, Hein? à, à Shivra, Le, un le- article est Shivra, Alors, la racine, donc, ce serait shin bet resh. oui. Très bien. Qui signifie quoi? Le grain, Alors, on me dit le grain La, ou la quoi? louange, Brisé la louange. ou la louange. Alors, j'entends plein de choses. Le grain, brisé, la louange, c'est génial. Euh, alors, bah, ce qu'on peut faire, c'est regarder dans un dictionnaire. Vous voyez, si vous regardez déjà dans votre la racine shin bet resh, vous tapez ça, on vous dit effectivement lishbor hadalet, donc pour briser la porte, hein, pour enfoncer la porte. Donc, on a effectivement une racine ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? On dit Vayishbor les Mitzraïm, et on dit là, on nous explique, et vous avez encore l'Ishbor ici, dont on nous dit que ça veut dire acheter des céréales, hein, acheter du blé. Si vous regardez, vous l'avez dans votre dictionnaire préféré, vous allez avoir effectivement plusieurs racines. Donc, si vous regardez, attendez, Shin Bet Resh, donc en un, on vous dit que c'est le verbe effectivement shatter, smash, donc ça veut dire frapper, briser, détruire, etc., etc., voilà, casser, tout ce qu'on veut. Bon. Et il y a beaucoup d'occurrences, hein, vous voyez que c'est un mot très 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 fréquent. Deuxièmement, vous avez le terme shin bet resh, qui est donc un dénominatif de shever, hein, dont on explique que c'est donc le blé ou une céréale de manière générale, grain, hein, et donc un verbe dénominatif qui veut dire acheter des céréales. Très bien. Et puis ensuite, du coup, effectivement, vous avez des termes dérivés, shever, breaking, break, donc une brisure, etc. Bon, une cassure. Shever qui veut dire aussi donc le grain, la céréale. Et puis vous avez aussi shever 3, on nous explique, qui nous renvoie à qui serait le nom de quelqu'un qui s'appelle Monsieur. Bonjour Monsieur Chever. Bon, voilà. Et puis Chever, on nous renvoie à Chever 1. Bon.
Et vous avez d'autres termes, Shibaron, etc., etc. Si vous regardez dans Dictionary of Classical Hebrew, c'est-à-dire le dictionnaire de Klein, donc qui se veut aller au-delà des textes bibliques, vous avez donc de nouveau briser, détruire, briser, etc., etc. Bon, voilà. Donc, on a encore toutes ces idées-là. Être brisé, voilà, bon, très bien. Rien de nouveau pour l'instant. On continue, rien, shatter, etc. Bon, toujours la même chose, détruire, annihiler, très bien, briser, briser. Et puis là, acheter de la nourriture, bon, voilà, très bien, on a compris. On a aussi un sens qui dirait que il faut mettre des limites ou quelque chose comme ça, chasser éventuellement, voilà. Et puis chez Vert, la destruction, la brèche, la ruine, etc., etc. Bon, donc voilà un peu les sens auxquels on va penser. Alors très bien, on a ces deux possibilités-là. Entre l'idée de détruire et l'idée de céréales. Bon. Euh, c'est difficile de choisir entre les deux à ce stade parce qu'on ne connaît pas la suite du texte. Bon, peut-être ce qu'on fait, c'est qu'on le laisse de côté pour l'instant, et puis on va voir la suite du texte et on y verra si on comprend quelque chose. Avec un signe, bien sûr. Oui, oui. Alors vous pouvez regarder évidemment. Alors vous avez trouvé quelque chose avec un signe. Oui, bien sûr. Voilà, donc effectivement, il y a un verbe qui veut dire espérer, inspecter, s'appliquer, l'espérance, etc. Donc effectivement, ça peut être une possibilité, tout à fait. Voilà, très, très bien, c'est bien d'y avoir pensé. Euh, c'est très bien, très bien, très bien. Mais là encore, difficile de trancher entre toutes ces possibilités tant qu'on n'a pas la suite. Alors on regarde la suite. Ici, donc, vous avez, au début, on reconnaît un trait oblique et deux petits traits. Donc ça, c'est caractéristique du Aleph. Donc je le mets ici. Ensuite, là, vous avez le Lamed, on reconnaît bien, il monte très haut. Donc ça, ce n'est pas difficile à voir. Donc vous avez un Lamed. Ensuite, ici, là, vous avez deux têtes et on redescend. Donc là, on reconnaît la lettre Mem. Donc on va mettre un Mem. Alors, le même, il descend et remonte. Donc là, on a plutôt l'impression que ce truc-là, ce serait peut-être un point de séparation. Donc, on va mettre un point de séparation. La lettre suivante, ici, tête triangulaire, une hampe droite, assez longue. Donc, c'est un resh. La lettre suivante, tête triangulaire, légèrement penchée vers l'avant, ce qui penche pour un ayin. Donc, voilà, c'est un ayin. Un Dalet, on aurait aimé avoir un trait un peu plus dans ce sens-là et avec un peu de chance une petite hampe, mais là donc c'est plutôt un. Là, on voit un point de séparation qui est bien visible. Mhm. Euh, Ensuite, bon, on arrive à la fin, donc on va faire les dernières lettres. Vous avez ici une lettre facile à identifier qui est un lamed, assez haut. Ensuite, vous avez une tête triangulaire avec une hampe qui descend vers l'avant et qui est courbée vers l'avant comme ça. Donc là, on se dit, tiens, c'est la lettre bête. Là, ensuite, vous avez une lettre avec une hampe qui descend. Alors là, il y a une lettre, un trait horizontal qui va jusque-là et un petit trait au-dessus. On pourrait penser à un noun s'il y avait, si c'était un peu plus arrondi ou si, voilà, on peut hésiter entre un noun et un kaf, mais là, si ça dépasse, c'est c'est plutôt un kaf. Et puis ici, on reconnaît un premier trait, un deuxième trait, et on descend. C'est un même. Il est suivi par un rond, voilà, un beau point. Donc là, on sait qu'il y a un point. Et puis ensuite, ici, vous avez une lettre avec juste une tête, une petite tête avec un crochet, et surtout une longue hampe qui descend.
Donc cette tête, on ne l'a pas vue encore. On en a parlé ce matin quand on a fait l'alphabet. Une tête pointue comme ça, c'est un P, la lettre P. Et là, vous avez donc un petit crochet, mais vous redescendez tout de suite. Donc c'est pas pour que alors soit c'est un même dont il manque le début. Vous voyez, on pourrait imaginer comme c'est cassé, hop, hop là. Mais comme on n'a pas non plus l'impression de voir de l'encre là, et puis que par ailleurs le bord a l'air, il n'a pas l'air cassé plus que ça. Hein. Jusqu'à présent, on avait vu là que manifestement il a écrit sur quelque chose qui avait déjà cette tête là. Donc le plus simple, c'est de lire un noun. Et puis ensuite, bon, vous voyez qu'il y a des traces de lettres, mais là pour le coup c'est cassé. Hein. Donc là, on n'a pas la suite. Mais on va déjà regarder ce qu'on peut en faire. Alors, euh, ce mot-là, on a dit qu'on avait au moins trois possibilités là hein, d'analyse de cette racine. Celui-là, est-ce que vous avez eu des idées sur ce que ça peut vouloir dire? Ça peut être Olam? Non. Alors, olam, j'entends, c'est-à-dire olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le monde, Ah, le monde. Alors, c'est olam avec un aïn, olam. L'éternité, le ah, monde, etc., l'univers, c'est l'infini, ça s'écrit avec un aïn. Donc non, ça peut pas être olam, mais c'est une bonne idée. Mais il faudrait que ce soit un aïn. Le verbe lier, hein, d'accord, très bien. On va regarder ça. Donc, on a effectivement, si vous regardez, la racine aleph lamed même, vous avez une première racine qui veut dire être silencieux, qui est peut-être liée d'ailleurs à la première. Klein ne s'intéresse pas à l'étymologie, mais voilà. Et un deuxième verbe qui veut dire lier, et notamment des gerbes, etc., etc. Bon. Et puis ensuite, vous allez avoir le silence, elle aime, il aime, Dom, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui se tait. Oulam également, Elam, etc. Et on renvoie à Oulam avec une mère de lecture Vav. Donc si vous, et là pareil, Elam, Oulam 2 et 1. Donc effectivement, vous avez Oulam, il y a 2 et 1 d'ailleurs, donc où est le Oulam 1? Je sais pas où c'est. Ah oui, Oulam 1, c'est ça. Donc Oulam 1, on nous dit, voilà, cependant, toutefois, etc. Et puis Oulam 2, le porche, ici, le portique, avec un terme architectural. Donc ça peut être ça. Et puis Oulam, quelqu'un qui s'appelle Oulam aussi. Bon, voilà. Donc, ça nous met encore pas mal de possibilités. Alors, bon, on n'est pas beaucoup avancé. Euh, le terme suivant, rat, oui, pardon, méchant, bon, très bien. Voilà, c'est bien. Là, donc, c'est bien, on est content. Voilà. Donc, on aurait au moins un terme où là, on se dit ça, c'est quand même Ça un terme peut, assez courant. D'accord? ça peut pas vouloir dire ami, ami aussi. Ami, ah oui, Réa, Oui, le prochain, Réa. oui, c'est vrai. Alors on peut imaginer que ce soit le terme Réa, effectivement. Vous avez les deux qui, donc vous avez Ra, l'adjectif mauvais, et puis si vous cherchez bien, vous devriez trouver, il faut descendre, il faut descendre, il faut descendre. Voilà, Réa, donc qui serait donc Le voisin, l'ami. le prochain, le compagnon. Voilà. Donc c'est aussi une possibilité, absolument. Voilà. Donc Ra ou Réa. Bon, alors attendez, on va regarder encore après. Et puis après, ici, euh, ce terme-là, ça pourrait être quoi? L'infinitif construit de venir, Alors on me propose de l'infinitif beau, construit de venir. de beau, le bohem, le vorem, Levorem. Mhm. Alors le verbe pour la beau, venue de vous. ouais. Alors le problème, c'est que là, il nous manque le aleph. Le verbe beau, c'est un Oui, verbe avec un aleph. Donc il nous faudrait un aleph ici. alors que le Aleph,
Donc ça, c'est pas Il faudrait extraordinaire. vraiment qu'il y soit parce que Oui, bah, surtout qu'en ouais. plus, il serait vocalisé, hein, Non, le parce que dans Voachem. dans le dans le texte suivant oui, il est vocalisé. Dans le texte suivant, l'exercice 3, il y a, me semble-t-il, des aleph qui sont passés à l'as. Alors, un aleph, quand il est quiescent en fin de syllabe, peut tomber dans les manuscrits de Qumran. À l'époque où on parle là, je n'ai pas vu de cas où un aleph D'accord, étymologique tombait, d'une part, parce qu'il était prononcé. Pour ce qu'on en sait, le aleph était prononcé à cette époque-là. Donc ce serait, à mon avis, voilà. Bon, c'est pas totalement impossible, d'accord. mais c'est pas la solution Oui, mais la plus simple, disons. On va essayer de c'est pas trouver une solution vraisemblable. qui évite. Non, non, mais pourquoi pas, hein, je veux dire, D'accord. si c'est la seule façon de comprendre le texte, on partira là-dessus. Mais disons qu'on essaye quand même de chercher des solutions où on n'est pas obligé de faire tomber une des radicales. Et Non? le suffixe rem, serait possible Alors, ici? suffixe rem, oui, effectivement, on l'a, ça peut être un suffixe rem, on l'a au-dessus, hein. Rem, donc très bien. Oui, Moi, je veux bien qu'on parte sur un suffixe rem, mais alors avant, qu'est-ce qu'on a? oui, c'est ça le problème. En hébreu, ça vous dit rien, la bête? C'est pas le cœur? Ah non. C'est le cœur, oui, absolument. Euh, Lève le cœur. Donc, lève plus rem. Alors, sauf qu'en fait, lève, quand vous étudiez le terme lève, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, une racine géminée. Je vais enlever ça, je vais vous montrer. Quand vous avez, il faut penser que c'est un verbe, c'est une racine géminée, c'est la racine lamed bet. D'accord? Et donc, qui va donner, avec un shem kitl, lib, comme sifre, sefer, etc., etc. Donc, vous allez avoir lib. D'accord? Donc, ça, c'est la racine lamed bet qui donne lib. Et donc, en hébreu, ça a donné lève. Mais lève, c'est uniquement quand vous êtes à la forme absolue. C'est-à-dire que si vous dites lib plus le mien, le cœur de moi, ça vous donne libi. D'accord? Donc concrètement, quand vous avez des racines géminées comme ça, ou bien vous allez avoir une forme contracte, c'est-à-dire vous allez avoir un dagesh dans le bet, et c'est vrai avec n'importe quelle racine géminée, hein, donc vous allez avoir un dagesh, ou bien vous allez dédoubler. Donc soit vous allez dire libchem ou levavchem. Donc si vous mettez ici plus, donc ici plus, pardon, suffixe, donc soit vous allez avoir libchem, ou vous allez dédoubler et ça va vous faire levavchem ou quelque chose comme ça. Oups, attendez. Levavchem. Je ne sais pas ce qu'on a dans la Bible, on a peut-être les deux d'ailleurs. Donc, lève le cœur avec un suffixe, ça donne quoi? Voilà, vous avez libo ici, libo, liprem. Donc, liprem, bah, c'est ce qu'on a nous ici, là, c'est la première forme dont je vous parlais, là, c'est ici, là, liprem, c'est cette forme-là. Euh, Est-ce qu'on va avoir des formes? On va avoir les vaves. Mhm, je ne sais pas. Bon, il y en a beaucoup, il faut dire, hein. 325 occurrences, on va peut-être pas toutes les faire. Euh, on peut regarder au niveau des lettres si on trouve ça. Les Vafrem. Oui, regardez, les Vafrem, nombre 1539. Voyez. Donc vous avez droit aux deux. Voilà. Donc les deux sont attestés dans la Bible. Vous pouvez avoir soit l'Iprem ou les Vafrem. Voilà, en l'occurrence, ce qu'on a, c'est la première forme, c'est Libchem. D'accord? Et donc retenez que c'est une racine géminée. Il y a plusieurs racines comme âme, le peuple, etc. Voilà, il faut savoir qu'un certain nombre de ces termes bilitaires,
en fait, viennent d'une racine géminée, où la deuxième radicale est géminée. Donc, voilà. Euh, donc, l'iprem, vos cœurs. Votre cœur, en fait, le cœur de vous, donc votre cœur. Bon, voilà. Euh, ensuite, le terme qui suit, on ne sait pas si si le mot s'arrête là, puisque vous vous souvenez que comme on met des points de séparation, on peut avoir le début du mot là et le reste du mot à la ligne suivante, et que la ligne suivante, malheureusement, elle est perdue. Donc, on peut mettre que des points de suspension avec point d'interrogation. Si jamais c'était un mot tout seul, Penoun, ça, vous connaissez un mot hébreu qui s'écrit juste en deux lettres, Penoun? Non? Peine de peur que. Peine Peine de de peur peur que. que. Voilà, c'est ça. Donc ça peut être une possibilité. Bon, on va mettre point d'interrogation là. Peine de peur que. Mais comme je vous dis là, vraiment, c'est tout ça, c'est très incertain parce que voilà, si ça se trouve, le mot continue après. Bon, on n'a pas de point de séparation après le noun, tout ça, donc on n'a pas la garantie que c'est la fin du mot. Alors, bon, là, on est un peu embêté parce que on a vos cœurs, votre cœur. Vous avez des idées de sens que ça pourrait donner? Bon, le mot d'avant, Réa ou Ra. Donc, si c'est Réa, c'est le compagnon de votre cœur. C'est très beau ça comme formule. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Donc, finalement, hein, là, voilà, on peut tout à fait imaginer ça. Sinon, c'est le mâle de votre cœur. Donc, ou bien votre cœur, il a un compagnon, ou bien il a un mâle. Ça, c'est à vous de choisir. Bon. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'il faut regarder un petit peu ce qu'il y a avant et ce qu'il y a encore avant. Alors, voilà, à chaque fois, vous pouvez, c'est des combinatoires, hein, vous savez, en mathématiques, on fait des combinaisons, ça, plus ça, plus ça, plus ça, je sais pas, briser, pour briser, Bah, donc, briser le cœur mauvais. alors, briser, donc là, on aurait la racine shabar. Il faut briser, ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'était Le mal? lien, qu'est-ce qu'on avait dit attendez, je vais retourner voir mon dictionnaire, là. Oui, Il est là, Klein, donc on avait dit qu'on avait soit donc oulam comme ça qui pouvait dire mais ou oulam le porche, le portique, etc., etc. Ou bien la racine alam qui veut dire donc être silencieux, euh, ou bien de lier, euh, etc., etc. Bon, donc si on dit qu'il faut briser le lien du mal de votre cœur, un truc comme ça. ouais. Bon, ok, on peut partir là-dessus. Euh, ou briser le lien de l'ami de votre cœur, du compagnon de votre cœur. Ça, c'est terrible, ça, parce que pour la Saint-Valentin, quand même. Bon, voilà. Donc, on peut faire ça. Oui. Enfin, oui, moi, il me semble que, euh, enfin, moi, je vois le parallèle avec des choses que j'ai étudiées sur les lettres grecques sur plomb, qui oui. ressemblent un peu à ce type de choses. En général, c'est pour des affaires matérielles, c'est pas pour faire du sentimentalisme ou de la métaphysique. Alors donc on me dit que, je répète pour ceux qui sont en classe, que effectivement dans ce genre de texte, on s'intéresse plutôt à des questions matérielles et moins à des affaires métaphysiques. Donc peut-être que voilà. Donc auquel cas, euh, euh, alors oui, alors on peut tout à fait partir là-dessus. S'il s'agit de considérations bassement matérielles, l'idée d'avoir des céréales, il faut faire les courses, hein, donc revenez vers moi à la maison, acheter du blé ou distribuer du blé, voilà. Hein. Euh, et puis après, on a quand même votre cœur, donc si c'est votre cœur, qu'est-ce qu'on peut traduire? Moi, je m'étais demandé, et l'âme, ça peut pas être.
Ah, elle, Dieu, elle. Si, elle, mais avec le même Elam, leur Dieu. euh, euh, alors, sauf que si c'était leur Dieu mauvais, Elam, c'est un état construit et le pronom suffixe est détermine, et donc il faudrait dire Elam hara, leur Dieu le mauvais, hein. Donc il faudrait avoir hara. C'est ça le problème, hein. Euh, voilà. Donc là, oui, elle, Dieu, oui, ça pourrait être leur Dieu, ça pourrait être Elim, les dieux, mais après le Ra, c'est un peu embêtant parce qu'il est tout seul. Donc, si on avait Il y a, Elim, Rahim, là on dirait les dieux mauvais, des dieux mauvais, sans hmm. article de vie, Haïlim, Haraim ou quelque chose comme ça, mais voilà, Est-ce là que, c'est un peu difficile. Bon. est-ce que, est-ce que sans préjuger du sens de la racine chavar, on peut essayer de voir à quoi ça pourrait correspondre. Par exemple, est-ce que ça pourrait être une première personne terminant par ti? Oui, alors Non, c'est pas ti, c'est effectivement, i. on peut se poser Non, la c'est pas un question. ti, c'est un e. C'est un e, oui. Voilà, donc effectivement, Donc revenons, si on voilà le revient type sur de la racine, construction en tout cas. ouais, sur la question Le type de effectivement, construction. effectivement, vous avez raison, on peut discuter déjà, indépendamment du choix de la racine, de savoir qu'est-ce que c'est que d'avoir un hé devant et un hé derrière. Déjà, ça serait quoi comme construction possible? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Ouais, le hé devant pourrait être un hé interrogatif. Est-ce que ça pourrait aussi être un ifil, une forme causative? Ouais, ouais, ouais. Ou du nifal, etc., etc. Ouais. Donc effectivement, le hé devant peut être différentes choses. Ce qui est sûr, c'est que voilà, donc ça, en tout cas, ça peut être différentes choses. Euh, euh, Si on se dit qu'auparavant, on n'est pas dans le questionnement, mais qu'on est dans le fait de donner des consignes, vous voyez, on avait Yarod. Il faut descendre à faire ça. Donc, on pourrait dire aussi que c'est aussi, de nouveau, aussi un ordre. Et à ce moment-là, on peut le penser à un infinitif. Mais un infinitif avec un hé devant, donc effectivement, ça pourrait être un infinitif du nifal ou du ifil ou quelque chose comme ça. Donc si on retourne voir les racines qu'on a trouvées, pour la racine fin bet resh, elle est attestée euh, au nifal, voilà, effectivement. Et donc, si vous l'avez au nifal, l'infinitif euh, euh, serait, bah là vous avez l'infinitif construit, hein, hishaver, je vais vous remontrer si vous voulez les paradigmes de l'infinitif. Euh, euh, je vais vous remontrer ça, là, comme ça. Donc je vous rappelle l'infinitif, il est où? Voilà. Bon. Donc, vous avez la possibilité hikatel pour l'infinitif construit, mais là, ce qu'il nous faudrait, c'est un infinitif absolu. Donc, on aurait soit niktol, soit hikatol. On aurait hishavor ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est pas forcément terrible. Et puis ensuite, pour les autres, oups, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Là, à l'infinitif, voilà. Donc, ensuite, on aurait au Wi-Fi, c'est la Haktel, hein, donc Haktil et Haktel, donc Hashber, ou quelque chose comme ça, et Hoshber. Voilà. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans tous les cas? Donc, ça pourrait être un infinitif euh, 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 donc un infinitif absolu, mais euh, la question c'est qu'est-ce qu'on fait du hé à la fin?
Alors en fait, le hé à la fin, figurez-vous qu'on le rencontre assez fréquemment, enfin assez fréquemment, on peut le rencontrer à la fin d'un infinitif. Vous avez des infinitifs qui se construisent avec un hé à la fin. Euh, donc ça, c'est des variantes qu'on observe régulièrement. Donc c'est pas impossible d'avoir un infinitif avec un hé à la fin, une sorte de forme féminine de l'infinitif. Donc ça, à la limite, on peut s'en accommoder. Euh, pardon? Alors, oui, ça pourrait être un pronom suffixe. Ça pourrait être un pronom suffixe, effectivement. C'est aussi une possibilité. Euh, donc, le fait, l'action de distribuer du grain est là, du coup, à quelqu'un. Alors, en hébreu ancien, donc ça peut être soit un féminin, évidemment, comme en hébreu biblique, mais en hébreu ancien, le suffixe troisième masculin singulier o se note aussi avec une mère de lecture he et non pas vav, comme en hébreu. Donc, ça pourrait être il faut le distribuer, quelque chose comme ça. Alors, on peut aussi imaginer que ce soit un substantif dérivé de cette racine, quelque chose comme hashbara, et qui serait à ce moment-là la distribution de céréales, hein, ou l'achat de céréales ou quelque chose comme ça. Et donc, ou bien même carrément shivra, un truc comme ça, de shever, shivra. Voilà. Et donc, on pourrait imaginer un syntagme, baïta, donc, on disait que c'était vers la maison, donc descendez, il faut descendre à ma rencontre, vers la maison de l'achat ou de la distribution de céréales. L'épicerie, hein, comment on dit ça, une maison où on achète des céréales. Donc, vers l'épicerie, ou on va dire le grenier ou le magasin. Évidemment, on imagine qu'on stocke et qu'à partir de là, on distribue, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est une des possibilités. Euh, Le problème, c'est d'avoir un verbe conjugué quelque part, quand même, non? alors, avoir un verbe conjugué quelque part, pas nécessairement, puisqu'on a le verbe yarod. Donc, Oui, si c'est le cas, dans ces cas-là, il faut le verbe yarod, c'est, voilà, on donne une consigne, et maintenant, il faut descendre à ma rencontre. Je vous demande de descendre à ma rencontre à la maison de la distribution de grains ou d'achat de grains, etc. Bon, voilà, ça peut être une possibilité. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, derrière, là, on a du mal à continuer la même proposition. Il faut supposer que c'est une nouvelle proposition qui commence. Donc là, ça veut dire que là, il faudrait peut-être imaginer que ce soit de nouveau un verbe, euh, pourquoi pas une nouvelle consigne, là encore un infinitif absolu. Alors on avait regardé différentes racines justement, Aleph, Lamed, Mem. Euh, la première étant, voilà, être silencieux, faire taire, etc., etc., etc. Bon, ou bien lié, voilà. Voilà. Donc on pourrait imaginer que, voilà, on peut imaginer que ce soit, alors, un verbe qui est dans ce sens-là, donc, mais lié ou faire taire, qui est peut-être, comme je disais, je ne sais pas ce que dit Keller Baumgartner, mais c'est peut-être les deux racines sont liées, parce que les gens qui sont muets, c'est des gens qui ont la bouche liée d'une certaine manière. Donc, voilà, to be tied, dumb. Donc, voilà, Keller Baumgartner, pour lui, il faut être lié, et puis to bind. Bon, il le met quand même, bon, il dit traditionnellement, c'est la même racine que le premier, mais il se pose la question de savoir si ça peut être autre chose. Bref, donc, et là, c'est lié des gerbes. Alors évidemment, si les deux sont liés dans un contexte de céréales, on peut aussi penser que cette idée de lier des gerbes, puisqu'on va faire on va faire des céréales ou quelque chose comme ça, ou lier. En tout cas, si c'est un verbe au ifil, ou au nif, bah, au ifil non, parce il faudrait un he. Si c'est un infinitif absolu, il faudrait un he devant. Mais ça peut être du pliel, par exemple. Si vous regardez
le participe piel, ici vous avez katol. Katol, donc allom. Ça vous ferait quelque chose comme ça, vous voyez, là, au lieu d'avoir katel à l'infinitif construit, katol. Donc, l'infinitif, oui. donc, si vous le considérez comme un infinitif absolu, piel, allom, quelque chose comme ça. Donc, yarod, il faut descendre. Allom, il faut lier ou faire silence, rendre silencieux. Et puis après, on se retrouve encore avec ce problème de réa ou de ra, donc de mâle ou de compagnon de votre cœur. Bon, bah on ne sait pas. Hein. Moi, je veux dire, non, mais je veux dire, je vous explique la difficulté qu'on a. Moi, malheureusement, on ne peut pas interroger l'auteur. Hein. Moi, je ne peux pas remonter le temps. Je ne sais pas ce qu'il se disait. En plus, on n'a pas la suite du texte. Et si on a deux peurs que, ça peut peut-être induire un sens. Il faut éviter de faire quelque chose de peur que, ou il faut faire quelque chose pour éviter que, si effectivement, si peine signifie de peur que. Alors, évidemment, la difficulté, comme on n'a pas la suite, et qu'on ne sait pas si peine, il faut le traduire par peine tout seul. Comme je dis, on n'a pas de point final. Donc, si ça se trouve, c'est pana, la phase 2, hein, pné, etc. Il y a plein de mots, panim, enfin voilà, vous avez tout un tas de termes, pénoun, il y a beaucoup de possibilités. Donc on n'est pas garanti que ce soit de peur que. Après, si c'est de peur que, effectivement, il faut faire quelque chose de peur que. Le fait qu'on ait l'iprem, alors si c'est effectivement l'iprem qu'on traduit ici, votre cœur, c'est intéressant parce que le terme se retrouve, y compris dans la correspondance, euh, dans des situations de tension, de menaces, dans de la correspondance militaire, etc. Et un peu comme on dirait en français, haut les cœurs. Hein, il faut prendre courage, etc., etc. Et on l'a à plusieurs reprises, y compris dans la collection de ces 400 inscriptions. Je vais voir si j'ai quelque part voilà, j'ai fait une concordance. Donc, si vous allez chercher, alors ça c'est les noms propres, etc. Mais si vous allez chercher lève, le cœur, on a plusieurs occurrences. Vous voyez, Euh, on a par exemple à un moment donné dans JH27, là j'ai pas le début du mot, la tête est lipra malkiaou. Donc il faut donner le verbe Nathan, ton cœur à un tel, etc., etc. Et puis, on a aussi ici libo et on a la racine yara, le cœur qui a tremblé, etc., etc. Donc, on a comme ça quelques occurrences du terme cœur dans cette collection d'Ostraka. Donc, même sans forcément rentrer dans des considérations métaphysiques, pour reprendre votre expression tout à l'heure, on peut quand même se dire que les gens à qui on écrit, ils ont besoin de recevoir des consignes pour comment dire, savoir comment gérer une situation qui peut être une situation tendue, où les gens peuvent avoir peur, où les gens peuvent un peu paniquer, etc., etc. Bon, et il y a besoin de fixer. Alors lève aussi, c'est pareil. Nous, on pense que le lève, c'est le siège des sentiments, le cœur, le siège des sentiments, des émotions. En hébreu, lève, c'est aussi le siège de la pensée, de la réflexion. Nous, on penserait plutôt au cerveau, mais en hébreu, on pense que c'est le cœur. Donc, il y a l'idée de se focaliser. Voilà, lève, c'est mon cœur qui va dans telle direction, qui va faire ci, qui va pas faire ça. C'est vraiment, alors on dirait en français, y mettre tout son cœur, hein, on le dit en français, j'y mets tout mon cœur. Mais par exemple, c'est une expression, par exemple, placer le cœur, sim, lève, vous l'avez compris en hébreu biblique, ça veut dire prêter attention à, se focaliser sur, être vigilant à. L'expression reste est restée en hébreu moderne d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes jamais allé en Israël, non? Bon, alors si vous allez en Israël, vous verrez, vous entendrez les annonces dans les micros, simou lève. Simou lève, on vous dit donc simou, impératif du verbe sim, placer, placer le cœur. En bon français, attention. Quand vous avez une annonce, attention. Ce n'est pas comme quand vous prenez le métro et qu'on vous dit attention, des pickpockets sont à l'œuvre, etc. Simou lève. Et là, on vous parle. Donc, même en hébreu moderne, on a gardé cette expression, une expression figée, de placer le cœur comme étant porter son attention à. Donc, ici, on peut aussi imaginer, s'il s'agit
du cœur. Alors pas forcément là, je sais bien que c'est la Saint-Valentin qu'on aimerait bien faire une déclaration d'amour, mais peut-être tout simplement se dire qu'il y a à un moment donné se focaliser, porter son attention à. Donc l'iprem, c'est votre attention, votre cœur au sens de ce qui vous préoccupe, voilà, ce qui vous occupe ou ce qui vous préoccupe. Et à ce moment-là, on peut comprendre, si c'est Ra, le mal, Ra l'iprem, donc le mal de votre cœur, c'est-à-dire le mal qui vous préoccupe, quelque chose comme ça, qui vous tracasse, quelque chose comme ça. Vous voyez? Et donc, bon, voilà. Donc, on pourrait imaginer, c'est quelque chose comme à l'homme, Ra l'iprem, il faut donc soit faire taire, soit lier. Vous savez, il y a les deux racines à l'âme 1, à l'âme 2. Donc, il faut faire taire le mal de votre cœur, le mal qui vous ronge d'une certaine manière, peut-être qui vous, voilà, qui vous inquiète, votre inquiétude ou quelque chose comme ça. Faites taire ce qui vous inquiète. Voilà, ou bon, bref, ou quelque chose comme ça. De peur que, faites taire le mal, de peur que, parce que si vous le faites pas, vous allez pas bien faire votre boulot. Bon, ça c'est une possibilité, hein. Mais voilà. L'autre possibilité, si on brise, Oui, on peut aussi briser le portique. Je disais tout à l'heure le porche, il faut briser le porche de votre prochain, de votre, enfin bref, mais tout ça, il faut encore que ça fasse un sens derrière. Dans le contexte, quand même, l'histoire de céréales, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus proche de ce qu'on imaginait. Alors oui, vous vouliez dire quelque chose? Je vous écoute. oui, je voulais dire que s'il s'agit de briser, enfin, le mauvais du cœur, qu'est-ce qu'on va faire dans une maison de distribution de céréales? Oui, c'est ça. Alors, quel est le rapport avec la maison de distribution de céréales? Alors, comment dire? Ça peut être trois ordres différents, hein, si vous avez un indicatif absolu. Premier ordre, il faut descendre à ma rencontre à la maison. Deuxième ordre, il faut acheter ou distribuer des céréales. Troisième ordre, il faut faire taire le mal de votre cœur. Voilà, donc j'ai plusieurs consignes à vous donner. On n'a pas le contexte, on ne sait pas pourquoi il écrit ça, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on n'a pas la suite du texte. Voilà, on ne sait pas. Donc, voilà, si vous avez une bonne idée, je suis preneur. Et vous voyez comme c'est compliqué. À chaque fois, il y a plusieurs possibilités. Donc, il n'y a pas forcément une solution super satisfaisante. Euh, euh, Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que voilà, on aimerait bien en savoir davantage, mais c'est la réalité du travail de la recherche. Voilà, on tombe sur ces inscriptions-là, on se dit c'est formidable d'être complètement plongé dans une situation de la vie de tous les jours, hein. Les gens s'écrivent, il se passe quelque chose, on n'a pas la réponse, on ne sait pas ce qui s'est passé, le contexte. Voilà. Et tout ça, ça suppose qu'on a bien lu les lettres et que, effectivement, comme je vous disais, que là, ça c'est plutôt un kaf qu'un noun, parce que je vous montrais tout à l'heure que justement ce que vous voyez là, ici, ça c'est plutôt un kaf, alors que ça c'est plutôt un noun. Bon, je suis quand même assez sûr de moi, parce que là, on voit bien que c'est vraiment fait en deux fois, alors que le noun, normalement, il est fait sans lever le pinceau. Mais il y a tout un tas d'inscriptions qui sont pas aussi bien préservées que ça, et où on n'arrive pas à lire. Voilà. Alors, pour faire le bilan, en tout cas, de cette inscription, alors dans notre édition préliminaire, là, je vous montrais la concordance. Là, vous voyez, ici, cette ligne-là. Voilà. Keep silent the evil of your heart, lest. Comme ça, voilà. Bon, voilà. Donc, voilà. Fais taire le mal de ton cœur, de peur que, etc. Bon, voilà. Donc, on a. Euh, voilà. On ne sait pas si on sait pas si c'est la bonne traduction, mais voilà, il fallait bien trouver quelque chose. Donc, en attendant, on fait ça. Voilà. Bon, voilà. Donc, en tout cas, ce que ça nous dit, euh, là, en tout cas, ce que vous avez, qui est important malgré tout, c'est que vous avez d'abord un texte de la vie de tous les jours. Vous savez comment les gens écrivaient vraiment à l'époque, 600 ans avant notre ère. Vous avez également la structure classique d'un message. Donc, vous voyez, vous apprenez les bonnes manières, hein, euh, avec le destinataire, ou le ou les destinataires, vous voyez ici, hein, El Neriyahu, VL Shmayahu. Voilà, donc ça, c'est les deux destinataires. Ensuite, vous avez la formule de salutation à proprement parler, ici, Hashalom Atem, Berar Tichem Ladonai. Donc,
D'une part, on va s'enquérir du shalom, donc de ce que ça va, quoi. Alors, vous avez des formules plus ou moins longues, hein. Là, Shalom Atem, c'est la formule la plus courte. Euh, Parfois, on s'enquiert du shalom de la maison et comment va mon maître et comment va la famille et la maison de mon maître et les serviteurs. On fait des courbettes, des courbettes, des courbettes, des courbettes. Ça, c'est quand un subalterne écrit à son supérieur. Donc, quand le supérieur écrit à son subalterne, bon, des fois, il zappe tout ça. Bref, Berar Tichem l'Adonai, je vous bénis à Yahvé. Voilà, donc une formule de bénédiction, ça mange pas de pain. Veata, et maintenant. Et ce Veata marque la transition vers le corps du message. Donc, avant, vous avez l'introduction, avec donc destinataire, salutation, bénédiction. Ensuite, Veata. Et maintenant, j'en viens à l'objet de ma lettre, et voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Et ensuite, effectivement, on va donner des consignes. Alors, soit on raconte ce qui s'est passé, si c'est un subalterne qui fait son rapport à son supérieur, et maintenant, un tel est venu, il s'est passé ci, ils ont fait ça, et maintenant ils se plaignent. Dans certaines de ces inscriptions, on dit mais nous on n'a plus de farine. Il y en a qui disent il n'y a pas de femme avec nous pour faire cuire du pain. Voilà. Donc comment on fait maintenant? Parce qu'apparemment ils ne savent pas faire à manger eux-mêmes. C'est fou les hommes quand même, hein. C'est incroyable. Et donc du coup ils se plaignent, etc. Voilà. Et ou bien ils disent on a subi des pertes nombreuses parce qu'on s'est fait attaquer, parce que machin, hein, il faut consolider, il y a une brèche, il y a voilà, on raconte, on donne et on dit qu'est-ce que je dois faire. Et maintenant, qu'est-ce que voilà, et voilà ce qui s'est passé. Bon, euh, voilà. Donc, soit on pose des questions, soit on donne des consignes. Quand on donne des consignes, en général, on utilise l'infinitif absolu. Voilà les consignes. Faites ceci et faites cela et faites cela. On ne sait pas toujours si on a affaire à un infinitif absolu ou à un impératif. Vous voyez, quand vous avez un verbe fort, vous ne pouvez pas savoir, qui n'est pas vocalisé, vous ne pouvez pas savoir si c'est un impératif ou un infinitif. Mais là, on a de la chance, c'est qu'on a un verbe faible, un verbe période, et on sait que ça n'est pas l'impératif. Parce qu'on aurait red ou rdou au pluriel. Donc, yarod nous prouve bien qu'on a un infinitif. Et donc, ça veut dire que même dans les cas où on a des verbes forts, on considère que ce sont des infinitifs absolus et pas des impératifs. Voilà. Et après, bon, maintenant pour le détail et voilà, là concrètement, voilà, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans cette lettre. Il est adressé à un subordonné. Oui, absolument. Là, il donne des consignes. La formule, je pense, je vous bénis à Dieu, je pense que ça, c'est automatiquement le supérieur. Alors, Berar Tichem l'Adonai, non, ça peut se faire dans les deux sens. Tout le monde bénit tout le monde. Après l'impératif. Ouais. Mais effectivement, là, ce qui est très clair, Veata, Yarod, Likrati, faut venir à ma rencontre. Là, oui, on imagine que c'est plutôt un supérieur qui écrit à son subalterne. Alors, parfois, effectivement, quand les supérieurs écrivent à leur subalterne, vous avez absolument. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, attendez, j'ai déplacé. La question, c'est en fait les subalternes, les subordonnés, les serviteurs savaient lire. Attendez, parce que j'ai perdu mon. Voilà, excusez-moi. Alors. Donc, les serviteurs, il y avait beaucoup de gens qui savaient lire. Donc, il y avait des gens qui savaient lire, absolument. Et c'est très bien comme conclusion parce que on entend souvent dire ah, mais vous savez, les gens étaient illettrés, ils étaient analphabètes, personne ne savait, etc., etc. Or là, nous, on a des centaines d'inscriptions qui prouvent le contraire, qui disent que non, les gens. Alors, on ne dit pas que tout le monde savait lire et écrire, il ne s'agit pas de dire que l'alphabétisation était universelle, mais ça veut dire que on peut dire au sein d'une petite administration, d'une garnison, il y avait en tout cas des gens qui savaient lire. Alors peut-être pas tous, peut-être pas tout le monde, mais parce qu'il y a des scribes qui sont là. En tout cas, il y a des scribes, il y a d'autres. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas qu'un seul scribe là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils sont plusieurs. Peut-être que les chefs d'état-major, peut-être que les capitaines, ou je ne sais pas. Vous voyez, vous avez un groupe de 10, 20, 30 personnes. C'est pas dire que les 30 savaient lire, mais au moins dans le groupe, il y en avait au moins un ou deux qui savaient lire quand même. Voilà. Les moyens, c'est quand même assez limité. Oui, oui. C'est assez étonnant quand même. Donc les gens, il y avait quand même des gens qui se formaient à la lecture et à l'écriture, qui écrivent très très bien. Là, on le voit, ils écrivent vite, de façon très fluide. Il n'y a pas d'hésitation. Je vous montrerai des inscriptions où on voit que c'est quelqu'un qui apprend à écrire. Il est maladroit dans la façon dont il fait ses lettres, etc. Donc il y a des exercices de scribe. Mais ensuite, il y a aussi des gens, on voit au quotidien, ils écrivent des lettres, etc. Oui. Oui, j'avais une casquette de questions. Oui. Donc, si j'ai bien retenu, c'est des ouvriers qui travaillaient des lignes de turquoise. Donc, des ouvriers. Alors, question numéro 1, je
comprenait que l'écriture égyptienne était l'apanage des scribes et que c'était dans un certain milieu. Donc, où est-ce qu'ils ont pu voir ces hiéroglyphes, enfin, ces pictogrammes, Alors, les ouvriers. ok. Ensuite, les ouvriers, bon, je suppose que ce n'était pas de pense intellectuelle, donc ils ont une certaine capacité qui est étonnante et ils ont réussi à concevoir l'idée de pictogramme dans le monde entier. Oui. Et ensuite, ce qui découle de ça, ce que je vous demandais aussi, quand on dressait des stèles, on écrivait des stèles. Chez nous, au Moyen-Âge, quand on voulait faire part aux gens de quelque chose, on envoyait des héros. Les gens ne savaient pas lire. Donc, si on érige des stèles, c'est que les gens peuvent les lire. Et donc, ce n'est certainement pas l'entourage du pharaon, du roi, mais ça devait être assez répandu. Donc, les gens savaient lire. Et alors, pour en revenir, alors, pour les Égyptiens et pour les héros, pareil, est-ce qu'il y avait un système éducatif? Alors, on leur apprenait, et en plus, il y a deux alphabets, si je me trompe, araméen et hébreu. Donc, ils étaient. Ouais. Alors, tout ce que vous dites est très intéressant, mais il y a 6 ou 7 questions. Donc, là, on peut y répondre. On peut y répondre point par point. Mais là, en plus, là, vous repartez très loin en arrière. Donc, je vais d'abord répondre aux questions qui parlent de notre texte là, et après, on pourra discuter de manière plus générale. Ici, on a donc une administration. On a les mains dans le cambouis. Là, on voit le quotidien de ce qui se passe vraiment quand on gère une administration. Là, on a des textes militaires, on a des textes économiques, on a des textes comptables, etc. Donc oui, au quotidien, on a besoin de savoir lire et écrire. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui savent lire et écrire, et on en a la preuve, on les voit ici. Comme je vous dis, ici, des gens écrivent donc d'un supérieur à un subalterne. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde savait lire et écrire. Il faut qu'il y ait des gens qui savent lire et écrire un peu partout. C'est-à-dire que si moi je ne sais pas lire, j'ai quelqu'un qui peut me lire ma lettre. Moi, je peux dicter ma lettre à quelqu'un. C'est-à-dire, je suis le supérieur hiérarchique. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui sais lire qui sais écrire directement. Il se peut que je dicte à un scribe qui, lui, va se charger de prendre note, d'envoyer. Et en réceptionnant pareil, si moi-même je reçois une lettre que je ne sais pas lire, je peux la faire lire par quelqu'un qui va savoir le faire. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le monde savait lire et écrire, mais qu'il y avait suffisamment de gens qui savaient lire et écrire, y compris dans les petits villages. Dans les petites villes, vous voyez, Makeda, Lachish, bon, Lachish c'est une ville assez importante quand même, mais Marécha, enfin voilà, donc dans toutes les villes, on va dire, il y avait des gens qui savaient lire et écrire. Donc, et quand on dit des villes, c'est pas Strasbourg, hein, je veux dire, quand on dit des villes, la superficie, ça permet d'avoir quelques centaines de personnes. Voilà, donc quand on parle d'une ville à l'époque, c'est ce qu'on appelle un village aujourd'hui. Hein. Quand vous allez le clocher, la mairie, la poste, ça y est, c'est déjà des bâtiments publics, donc il faut l'entendre au sens de village. Donc, il faut imaginer que dans chaque village, ce qu'on appellerait nous un village aujourd'hui, donc à chaque fois que vous avez quelques centaines de personnes, vous avez quelqu'un qui sait lire et écrire. Après, la proportion de la population est difficile à estimer, ça dépend du nombre de scribes. Là, dans notre cas, la difficulté, c'est que ces ostrakas ont été pillés. Donc, on pense qu'ils viennent tous de Makeda, mais pas forcément. Il y en a aussi qui peuvent venir d'ailleurs, d'autres villages de la région. En revanche, il y a des études qui ont été faites sur des sites qui ont été fouillés dans des fouilles régulières. Lachish, Samarie, etc., etc. Bon, Arad, par exemple. La forteresse d'Arad, vous voyez la forteresse? Non, vous n'êtes pas allé. Bon, alors, il faut y aller. Donc, la forteresse d'Arad, il y avait une garnison militaire. On a des ostrakas qui ont été découverts à Arad. On en a plusieurs dizaines. Ils ont été publiés depuis longtemps. C'est Aroni, je crois, qui avait publié les ostrakas d'Arad. Bon. Et on se rend compte que sur quelques dizaines d'ostrakas avec des noms propres qui circulent à droite à gauche, on a plusieurs écritures, il y a plusieurs scribes. Donc on se dit, sur quelques dizaines de personnes, parce que la forteresse, on a fait des fouilles archéologiques, hein, vous ne pouvez pas mettre 3000 personnes. Hein, je veux dire, c'est vraiment, faut s'imaginer que c'est quelques dizaines de personnes. Moi, je veux bien avoir quelques centaines de personnes au maximum, mais que là-dessus, vous avez plusieurs personnes qui savent lire et écrire. Donc, ça peut faire une proportion de 1 pour 20, 30, 40 personnes. Donc, une personne sur... Voilà, donc on peut dire, en tout cas, un vrai pourcentage de la population était formée pour lire et écrire. Voilà. Excusez-moi. Alors, excusez-moi. Oui, attendez, oui. Le problème méthodologique qui se pose dans ce cas-là, c'est que ce que vous avez, c'est l'endroit de réception des messages, pas l'endroit d'émission.
Donc, il est normal que sur un endroit de réception, on ait des scripteurs qui viennent de plusieurs endroits. Je ne sais pas si sur un point de vue, sur un plan méthodologique, on peut en tirer la conclusion qu'à cet endroit-là, il y avait autant de Alors, scripteurs. alors la réflexion qui est faite, c'est de dire que ce qu'on a là, c'est la réception, c'est les instructions qu'on a reçues et pas qui ont été envoyées, et que donc si elles sont reçues, elles peuvent venir de différents endroits, ce qui explique le fait qu'il y ait plusieurs scripteurs. Sauf qu'on fait le même constat, comme je vous dis, à Lachish, où Lachish, on a aussi les lettres qu'on a reçues et qui venaient, elles, de Makeda. Et on a les mêmes personnes. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Donc en plus, donc on a, pour le coup, on a les deux côtés. De part et d'autre, on écrit et on reçoit effectivement. Par ailleurs, il faut savoir qu'un certain nombre de ces ostrakas peuvent être des brouillons des lettres qui sont envoyées, les lettres étant copiées sur papyrus. Donc à ce moment-là, si ce qu'on a, c'est le brouillon de la lettre qui a été envoyée, ou une copie de la lettre qui a été envoyée pour archivage, on n'est pas non plus, on est à ce moment-là pas dans le lieu de réception, mais dans le lieu d'émission également. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à votre remarque sur la question d'avoir est-ce qu'on est sur le lieu D'accord, de d'accord. réception ou d'émission. Donc, et puis de toute façon, comme je vous dis, on peut à la même époque. Hein, donc on a, si je ressors la carte, je vais vous remontrer la carte pour vous voyez un petit peu. Voilà. On a des ostrakas à la même époque, donc à Arad, ici, là, qui est une forteresse au sud, à Lachish. Voilà, on a, et puis à d'autres endroits, Tel Zaït, on a un ostrakon, etc. Donc on a quelques ostrakas à différents endroits. Et les toponymes qui sont mentionnés, effectivement, on a Ashdod, on a, enfin voilà, ça c'est les toponymes qui sont mentionnés dans les ostrakas. Donc, on peut comparer ce qu'on a découvert à Lachish, à Arad, qui sont contemporains. Les ostrakas de Samarie au nord sont plus anciens, mais en tout cas, de façon contemporaine, on a des ostrakas à Lachish et à Arad, et notamment à Lachish, on a non seulement on a aussi des ostrakas à la même époque, mais on a même les mêmes prénoms, donc peut-être même les mêmes personnes, et on a des écritures tellement proches qu'on se demande si c'est pas le même scribe, parce que vraiment, voilà. Donc ça suppose, donc effectivement, donc tout ça c'est difficile ça reste spéculatif, mais en tout cas, on a la preuve qu'il y a suffisamment de gens qui savent lire et écrire pour faire tourner les choses, pour faire tourner la maison, si vous voulez. Et de la même manière pour la comptabilité, pour tout un tas de choses. Donc oui, il y avait des gens qui savaient lire et écrire à l'époque, pas tout le monde, mais suffisamment de gens. Ensuite, pour la question de la formation, vous posez la question, est-ce que les gens apprennent? Bien sûr que les gens ils apprennent. Nous, on a des abécédaires ici. Je vais vous en montrer si vous voulez, vous allez voir. On a des abécédaires. Donc, on a des exercices de scribe avec même. Alors, attendez, je vais vous retrouver ça tout de suite parce que justement, on a fait une communication à l'académie il y a quelques semaines à ce sujet. Et donc, on a évoqué tout ça. Et je vais vous retrouver. On a même un abécédaire où on a on a plusieurs exercices de scribe. Pop, 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 pop. JH68. Alors, je vais vous montrer ça. Le 68, il est où? Alors, non, pourquoi il m'a remis ça là? Je vais mettre le 68. 60. Alors, attends, on est où? 88, c'est pas ça. C'est celui-là. Voilà, donc là, ici, vous avez un abécédaire, mais alors il est cassé. Non, je vais vous en prendre un autre parce que là, pour vous, ça va pas être super. Alors, 40. On va voir s'il est plus joli, le 40. H40. Voilà, celui-là, c'est pas mal. Voilà, donc ici, vous avez bon, il est cassé, hein, on n'a pas tout. On a recollé des morceaux, mais il nous en manque. Vous avez le Samer, le P, le Aïn, le Tsadé, le Kof, le Resh, le Shin et le Tav. Et donc, vous avez un abécédaire. Alors, sauf que l'ordre n'est pas tout à même que celui que vous connaissez, parce que nous, on fait quoi? Aïn, Petsadé, Samer. On a Samer, Aïn, Petsadé. Donc ici, le P arrive avant le Aïn. Hein. Aïn et P ont été permutés. Mais ça, c'est pas le seul abécédaire. On sait que pendant longtemps, l'alphabet hébreu se disait Samer, P, Aïn, Tsadé. Voilà. Donc là, il a été donc voilà, vous avez le 62 également. Vous voyez, vous en avez un ici aussi, pareil, où vous avez un abécédaire, un très bel abécédaire. Lui, il a été copié par le prof, manifestement. Donc on peut imaginer que le prof copie, il dit voilà,
Ça, c'est le modèle, maintenant tu recopies. Vous avez Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, P, Ayin, Sadé. Là encore, le P est avant le Ayin. 357, retrouver 357. Là, on a le début Aleph, Bet, Gimel. On s'est cassé là. Et puis là, vous avez Tet, Yod, Kaf, Lamed. Donc un alphabet comme ça, mais bon, il est cassé. Et puis 390. Attends, je suis parti trop loin là. 390, voilà. Là, vous avez Aleph, Bet, Gimel. Voilà, c'est pas, on voit pas très bien. Dalet, etc. Bon, il n'est pas très bien. Bon, les premiers étaient mieux. Bon. Donc, en tout cas, vous avez comme ça, voilà, on apprend à faire tout ça. On apprend aussi les chiffres, ça c'est l'alphabet, mais après, quand on fait la comptabilité, on va apprendre les chiffres. Je vais vous en montrer un, 300, alors attendez, c'est combien? Tac, 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 316 peut-être, on va regarder. Est-ce qu'il est bien le 316? Vous voyez à quoi ça ressemble? Ah, 327, bah celui-là, tiens. On va regarder par exemple celui-là, ici très clairement. Là, le 327, ici, on vous fait les milliers. Hein. Donc ça, c'est une série de chiffres. On écrit. Alors les chiffres, vous les connaissez pas. Hein. Ça, c'est encore. C'est les chiffres. Pareil, c'est inspiré de l'égyptien. On emprunte les chiffres égyptiens pour écrire les unités, les dizaines, les centaines. Je vais regarder si j'en ai un autre que je pourrais vous montrer. Voilà, donc ici, on a un exercice de scribe avec des chiffres, mais il n'est pas très beau. 341, sinon, on a... en tout cas, donc les gens apprenaient 340, 341, non, 42 celui-là, 341, oui, il n'est pas terrible non plus, mais on a des symboles d'unité, l'EFA, le CA, enfin, vous voyez toutes ces unités de mesure, de poids, de volume. Donc, on a comme ça des exercices de scribe où on apprend aussi la comptabilité. On apprend à compter, on apprend à écrire les chiffres, on apprend à écrire les unités de mesure, on apprend tout ça. Excusez-moi, Oui, pardon. je vous À écoute. partir de quand est-ce qu'on a utilisé les lettres de l'alphabet pour noter les chiffres? À partir de Parce que, quand est-ce qu'on a utilisé les lettres de l'alphabet pour noter les chiffres? Ça apparaît, oui, pour ce que j'en sais, sur des pièces de monnaie au IIe siècle avant notre ère. Et c'est sous influence grecque. d'accord. Voilà, Oui, oui, puisque les Grecs tout à utilisent fait. les lettres pour les chiffres, l'alpha étant le 1, etc., etc. Et cetera. Et donc, on Mhm. commence à voir ça en araméen, où le aleph, enfin, en araméen, non, même pas en hébreu, parce que c'est sur des pièces de monnaie, donc on a les deux, des deux côtés, en tout cas. Enfin bref, donc voilà, vers voilà, deuxième siècle avant notre ère, quelque chose comme Deuxième ça. avant. Deuxième avant. Il faudrait vérifier D'accord. exactement quand est-ce Merci. qu'on a la première occurrence, mais là, effectivement, on voit arriver en Judée l'idée que, en fait, pour écrire les chiffres, on va utiliser les lettres. Et le Aleph va vouloir dire 1, le Bet va dire 2, le Gimel va dire 3, etc., etc. Donc ça, on l'a sur les pièces de monnaie, mais on ne l'a pas avant. Avant, on utilise donc des Merci. chiffres, des hiératiques, des symboles hiératiques. Tout ça, ça a été étudié par Wimmer. Si vous vous intéressez Oui. je vais vous montrer ça. Où est son livre? Ah oui, mais alors je ne l'ai pas en entier, mais j'ai juste scanné euh, voilà, les chiffres. Si vous voulez voir à quoi ressemblent les chiffres, j'ai pris les photos du bouquin. C'est Stéphane Wimmer, un collègue allemand. Voilà, donc pour faire un 1, vous faites un seul trait. Pour faire un 2, vous faites deux traits. Pour faire un 3, vous faites trois traits. C'est pas très compliqué. Pour faire un 4, vous faites quatre traits. Pour faire un 5, en fait, en hébreu, vous faites une sorte de guimel, hein, ça ressemble un peu à guimel. Pour faire un 6, vous allez donc faire comme ça, ce petit zigouigoui un peu comme un mème mais qui repart à droite. Le 7, voilà, donc tout ça, c'est des choses, ici dans la colonne, il indique ce qu'on a en égyptien, et ensuite, ici, il donne ce qu'on a en hébreu. Donc par exemple, le 8, vous avez deux traits parallèles, alors qui peuvent ressembler à un zaïn, hein, c'est ça le problème, assez souvent on dit c'est un 8 ou c'est un zaïn. Bon, voilà. Etc., etc. Donc vous avez des tas de symboles et des nouveaux. Dans les textes qu'on a, nous, on en a des nouveaux qui ne sont pas connus jusque-là. Donc, on en a parlé à Stéphane Wimmer, parce que c'est lui qui a fait donc ce qu'il appelle le Palestinisches Hieratisch, donc le hiératique palestinien. Donc, c'est un gros bouquin en allemand, le bouquin jaune là. Et donc voilà, on a contacté Stéphane Wimmer pour lui dire t'en penses quoi. Est-ce que bon, donc il y a des symboles nouveaux.
Donc, dans ces Mhm. ostracas-là, dans les ostracas qu'on va publier, il y a des symboles, on ne sait pas. Est-ce que c'est des chiffres, des nombres, des unités de mesure, des abréviations, voilà, on ne sait pas. Bon, mais pour répondre donc à votre question sur la formation des scribes, bien sûr que les scribes étaient formés. Il y a des écoles de scribes, forcément, ils apprennent, etc. On a des récits voilà, qui nous racontent comment les scribes sont formés. On sait qu'à cette époque-là, il y a des scribes, on a des représentations, des bas-reliefs néo-assyriens, où on voit même deux scribes, un scribe qui grave dans des tablettes cunéiformes et un autre scribe à côté qui écrit sur du papyrus. Voilà, dans les chancelleries, il y avait évidemment des scribes, alors qui pour le coup étaient des scribes polyglottes, etc. Voilà, donc ça c'est sûr que il y avait des scribes, disons, des énarques, on pourrait dire, hein, voilà, des gens, voilà, des hauts fonctionnaires. Là, c'est pas le cas. Là, ce qu'on a là, c'est des scribes de la vie de tous les jours. Mais il en faut. Il faut des scribes dans la vie de tous les jours pour tenir voilà, le secrétariat, la comptabilité, des choses comme ça. Bon. Euh, Ensuite, alors parce que vous aviez posé plein de questions, qu'est-ce que vous vouliez savoir aussi? Ah oui, les ouvriers sémites qui ont pensé à faire l'alphabet au XVIIIe siècle avant notre ère. En fait, c'est peut-être avant ça. Ce que je vous explique, c'est les données actuelles qu'on a, les plus anciennes attestations de l'usage des hiéroglyphes égyptiens pour faire un alphabet ou une écriture sémitique, c'est ces inscriptions proto-sinaïtiques. On en découvre plein de nouvelles. Le petit sphinx, il est vieux, on le connaît depuis plus d'un siècle, hein, donc ce n'est pas des découvertes récentes. Mais là, dans les années 2000, depuis le 21e siècle, il y a eu de nouvelles fouilles qui ont été faites dans les péninsules du Sinaï, à d'autres endroits en Égypte, où on a découvert de nouvelles inscriptions proto-cinétiques qui sont parfois gravées dans la roche et qui ne sont pas conservées aujourd'hui. Et justement, il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a quelques jours parce qu'il veut lever des fonds pour organiser la protection de ces inscriptions proto-cinétiques, d'aller les prendre en photo sur place, en imagerie 3D, en disant au cas où elles seront dégradées, parce que malheureusement c'est triste, hein, mais en Orient, il y a beaucoup de vestiges archéologiques qui sont détruits. Toute l'époque où il y avait Daesh, là en Syrie, il y a eu des destructions massives, etc. Donc on n'est jamais à l'abri que des fanatiques religieux extrémistes décident de détruire tout ce qu'il y avait avant l'islam. Hein, parce que mais en Syrie maintenant, là, il y a le nouvel gouvernement syrien, ils ont revu les manuels scolaires, il n'y a plus rien avant l'islam. Hein. L'histoire elle commence avec Mahomet, il n'y a rien avant. Bon, voilà. Donc ça c'est le problème, si vous voulez, quand on a face à des gens qui voilà. Alors il y a aussi des phénomènes inverses. Hein, je suis très content de voir en Arabie Saoudite. Maintenant, l'Arabie Saoudite, qui pendant longtemps n'était pas forcément, n'encourageait pas forcément les fouilles archéologiques, là maintenant, moi j'ai été invité à l'UNESCO à Paris, ils m'ont invité, ils ont fait un grand truc, là c'était l'année dernière, pour dire voilà, on y va, on étudie des vestiges archéologiques, 1000 ans avant l'islam, il n'y a pas de problème, des civilisations anciennes, Alula, vous voyez, c'est très beau, je sais pas s'il y avait une exposition à l'Institut du monde arabe à Paris sur Alula, c'est la Petra d'Arabie Saoudite, hein, c'est absolument magnifique. Donc voilà, donc il y a aussi, en tout cas, il faut préserver le patrimoine, et ces inscriptions, on en a de plus en plus. Et donc, ça nous permet de mieux documenter et jalonner l'évolution de cet alphabet. Alors évidemment, pour faire ça, comment dire, il n'y a pas besoin d'être un génie. Comment dire, il suffit que des gens voient les Égyptiens faire ça. Et des hiéroglyphes, il y en a partout. Des inscriptions hiéroglyphiques, on en a partout. En Égypte, partout. Vous avez dans n'importe quel, vous avez des sanctuaires. Partout, vous avez des mines. Vous avez des gens qui habitent là, qui logent là. Vous avez forcément un sanctuaire. Sur les sanctuaires, vous avez des inscriptions. Donc, vous avez des hiéroglyphes. Donc les gens voient ce genre de choses. Et puis il y a la correspondance. Les Égyptiens, là encore, il y a des bordereaux, il y a de la comptabilité. Donc les gens écrivent aussi sur des supports qui ont pu disparaître, du papyrus. Les Égyptiens écrivaient évidemment beaucoup sur papyrus. Donc il n'y a aucun doute quant au fait que les gens qui travaillaient dans ces mines ont vu les Égyptiens écrire. Ça, ils le voyaient, les Égyptiens écrire. Donc ça a pu leur faire penser en disant, mais comment ils font ça? Et alors en discutant, tu peux m'expliquer le truc? Il n'y a pas forcément besoin d'être un génie pour comprendre le principe des hiéroglyphes, de dire, bah écoute, tu vois, regarde, tu veux dire le son T. Cherche un mot qui commence par T. Bah table, bah dessine-moi une table. Je dessine une table. Bah table, ça te dit le son T. Ah d'accord, ok. Bon, et pour le son M, alors je fais quoi? Bah cherche un mot qui commence par M. Ah bah je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme mot qui commence par M? Bon bah voilà. Et bah tu cherches un mot qui commence par M et puis tu vas dessiner ça et ça va te faire le son M. Et donc tu fais les dessins les uns à côté des autres et ça te fait les différents sons de la langue. Magnifique. Donc ça peut s'expliquer à des enfants. Ça on peut l'expliquer à des enfants, il suffit que les gens discutent un petit peu. Donc il est comment dire la théorie là c'est Goldwasser qui a beaucoup écrit sur ces sujets-là ces dernières années.
Elle dit, bon ben voilà, moi je remonte même à un certain Rebeded. Elle a même un nom à proposer, c'est très drôle. Alors évidemment, c'est très spéculatif, mais Goldwasser, je ne sais pas si j'ai son article sous le coude. Euh, Voyons voir, Goldwasser, voilà. Regardez, vous l'avez. Tout ça, vous le trouverez, je ne sais pas où, mais vous le trouverez en tout cas. Orly Goldwasser, voilà, un article de quoi, de 2015. Euh, donc, l'invention de l'alphabet, etc. Bon, voilà. Euh, euh, voilà, et elle explique, et elle détaille, etc., etc. Bon, voilà, vous pourrez le lire. Et puis, à un moment donné, elle essaie de voir qui, elle essaie même de trouver un nom, et elle pense à un gars qui s'appelle Rebeded. Je ne sais pas si c'est dans cet article-là qu'elle en parle, parce qu'elle en a écrit d'autres. Bon, peut-être pas, hein. Non, c'est peut-être pas là qu'elle en parle, alors. Bon, je sais pas, je me souviens plus. Euh, Bref, voilà. Donc, c'est peut-être dans un autre article. C'est peut-être un article qu'elle a écrit plus tard. Celui-là date de 2015 et c'est peut-être plus tard, en 2018 ou 2019. Je sais plus. En tout cas, ça fait plusieurs années déjà qu'elle a évoqué cette possibilité. Bon, mais tout ça reste purement théorique. C'est-à-dire que on constate qu'on a ces documents-là. Bon, on peut aussi imaginer qu'il y a des gens avant qui y aient pensé et que voilà, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, c'est au moins au XVIIIe siècle avant notre ère, à peu près 18e, on dit à la louche plus ou moins, parce qu'il faut, c'est pareil, tout ça, surtout les inscriptions sur la roche, c'est difficile de dater précisément, on peut pas faire du carbone 14, voilà. Donc, enfin, dans ces eaux-là, on va dire première moitié du deuxième millénaire avant notre ère, il est évident qu'à ce moment-là, des gens ont compris. Et est-ce que eux-mêmes c'était des gens qui étaient lettrés? On peut aussi imaginer que ce soit quelqu'un qui était lettré. Vous savez, le- l'hypothèse d'un Joseph ou d'un Moïse. Vous voyez, dans la Bible, on vous explique que Joseph, finalement, il se retrouve comme ça à la cour du Pharaon. Moïse, lui, carrément, il est recueilli par la fille du Pharaon. Donc lui, il fait le cursus complet, il fait l'université, Sciences Po, l'ENA, etc., etc. Voilà. Donc voilà. Donc il a le cursus qui va bien. Mais même sans penser à des gens qui ont étudié dans des chancelleries, on peut effectivement imaginer que des gens pas trop stupides, on leur explique le truc, ils ont l'idée, ça se développe peu à peu, ça reste maladroit pendant longtemps, et puis ça finit par comme je vous dis, ça finit par prendre. Hein, l'idée, elle prend, et puis ça y est, au bout d'un moment, tout le monde commence à le faire, et après, ça va comment dire, se normaliser. Et je vous disais ce matin, à un moment donné, l'alphabet va même être linéarisé. Alors après, vous posez aussi la question des différences d'alphabet entre l'araméen, l'hébreu, le phénicien. Ça, c'est dans une phase ultérieure. C'est-à-dire que là, vous arrivez en 800 avant Jésus-Christ, donc là, on est 1000 ans plus tard. Effectivement, non seulement l'alphabet a été linéarisé, mais il y a des écoles de scribes différentes, et dans des écoles de scribes différentes, on apprend à écrire un peu différemment. C'est quand même très tôt. Par rapport c'est-à-dire, aux âges ultérieurs, on est moins alphabétisé. Pardon? Même à notre Moyen-Âge, Ah oui. bon, c'est la misère totale. Alors que là, c'est Ouais. des milliers d'années avant, et vous dites que d'accord, c'est venu après, mais c'est quand même très très ancien. Et donc c'était quand même, la culture était quand même relativement répandue. Alors, Ils étaient capables d'utiliser deux alphabets. Enfin, oui, oui, oui. Alors les scribes sont formés, sont polyglottes. Mais enfin, je pense qu'au Moyen Âge aussi, il y avait tout ça. Hein. Enfin, enfin, je veux dire, quand même, dans tous les monastères, il y avait des gens qui savaient écrire, tout ça. Donc, voilà. Non? mais pour revenir à la stèle, alors quand une stèle, bon, Oui. Ah oui, c'était votre question sur la stèle. On érige une stèle. Ouais. Parce qu'il s'agit de ces barricades pour le pharaon. Oui, alors le fait qu'une stèle soit érigée, la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que les gens savent lire la stèle? Non, tout le monde ne sait pas lire la stèle. Tout le monde ne sait. Si, la stèle, elle sert à quand même quelque chose parce qu'on explique aux gens. Ouais, exemple, vous allez l'obélisque, hein, vous allez place de la Concorde à Paris, vous avez une obélisque. À Rome, vous avez des obélisques égyptiennes partout. Personne ne sait lire les hiéroglyphes égyptiens, n'empêche que l'obélisque, elle impressionne quand même.
Et on peut dire, cet obélisque, elle est là pour commémorer la victoire d'eux, etc., etc. Et vous avez la statue de tel empereur, vous avez plein de trucs, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, en fait, il y a l'iconographie. Sur les stèles, vous avez aussi de l'iconographie. Les stèles égyptiennes, il y a de l'iconographie. Regardez la stèle d'Hammurabi, le code d'Hammurabi au Louvre. Vous avez aussi, en haut, vous avez un bas-relief, le dieu Shamash qui tend les insignes du pouvoir au roi Hammurabi, etc., etc. Le monolithe de Kourk, pareil. Vous avez aussi des bas-reliefs avec des descriptions. Vous avez l'obélisque noir, etc. Vous avez le roi Jéhu qui est prosterné devant le roi néo-assyrien qui lui verse un tribut. Donc vous avez du texte en akkadien qui vous explique ce qui se passe, mais si vous ne savez pas lire, vous avez les images, comme une bande dessinée. Donc il y a souvent les deux registres, on s'adresse à deux. Donc le fait qu'on érige une stèle ne veut pas dire que tout le monde savait lire. Après, il y avait des gens qui savaient lire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui puissent dire aux autres, tu ne sais pas lire, ne t'inquiète pas, je suis là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez la forteresse d'Arad. Ce serait mieux si on était sur place, parce que je pourrais vous montrer les pièces. Je peux vous montrer la pièce dans laquelle on a trouvé les ostraca. Ils étaient là. Donc c'est une pièce avec les archives. Voilà, dans cette pièce-là, il y a les archives, il y a d'autres pièces. Vous pouvez loger quelques dizaines de personnes, quelques centaines au maximum. Ça veut pas dire que tout le monde sait lire et écrire, mais qu'il y a suffisamment de gens, 3-4 personnes au moins, une dizaine peut-être, je sais pas, sur quelques centaines, qui savent lire et écrire et qui peuvent jouer ce rôle-là dans la société. Oui, et après, je sais que pour des gens, les Occidentaux, comment dire, où les études classiques, typiquement, en général, on fait du latin et du grec et on imagine qu'il n'y a rien avant. C'est un peu le problème, c'est comme je parlais des radicaux islamiques qui pensent qu'avant le prophète Mahomet, c'est la jahiliya, là, c'est une grande période d'ignorance. Nous, c'est pareil, quand on fait les études d'histoire ancienne, on pense que voilà, il y a l'Antiquité gréco-romaine et qu'avant, il n'y avait rien. Et donc, quand j'expliquais que c'est très tardif, quand regardez les écritures latines, on parlait de la pierre noire, etc. En latin, mais qu'est-ce que c'est maladroit? Qu'est-ce qu'ils savent mal écrire? Vous allez à Rome, 500, 600 avant notre ère, mais ils sont à l'âge de pierre, comparé à ce qu'on voit dans des civilisations en Orient. Les pyramides d'Égypte, dois-je rappeler que c'est 3e millénaire avant notre ère? 2500 ans avant Jésus-Christ, il y a déjà les pyramides en Égypte. Donc c'est sûr qu'on n'est pas dans la même temporalité. Quand vous êtes en Orient, vous êtes habitué à avoir des grandes civilisations depuis plusieurs années. Et des ostraca qui datent de 600 avant notre ère, ça semble être la préhistoire quand on fait de l'histoire gréco-romaine. Mais pour ce qui est de l'Orient, on est déjà... L'Égypte pharaonique est déjà sur le déclin. L'apogée, le nouvel empire, à l'époque de Ramsès II, etc., c'est l'âge du bronze, c'est 13e siècle avant notre ère. Voilà, on faisait le Ramesséum, Luxor, etc. Voilà, donc pensez à tout ça. Pareil, Babylone, le code d'Hammurabi, c'est 18e siècle avant notre ère. 1800 ans, donc il y a 4000 ans déjà, vous avez 300 articles de loi qui vous disent tout, voilà, vous avez du code pénal, du code civil, du droit du travail, des codes des tarifs conventionnés d'intervention médicale, vous avez tout ce qu'il faut, les premiers articles de loi qui vous disent, si un homme accuse un autre, il doit apporter la charge de la preuve. Donc on vous explique déjà il y a 4000 ans que le principe fondamental du droit, c'est la charge de la preuve et la présomption d'innocence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, on se dit aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir, en disant, ah, alors en fait, bah oui. Donc il y a quand vous allez en Orient, et notamment, y compris dans le monde sémitique, évidemment, il y a des grands corpus littéraires, des grandes formations, des écoles de scribes, 2000 ans avant notre ère. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment classique. Là, ce que je vous montre, je vous dis, c'est de la correspondance du quotidien, justement. C'est pas les grands textes, mais ça montre qu'effectivement, même dans un petit village, vous avez quelques dizaines ou centaines de personnes, vous avez des gens qui savent lire et écrire. Pas tout le monde, mais il y en a. Ils étaient plus exposés finalement parce que l'éducation par l'image, c'est dans les églises, par exemple. Mais il n'y a pas d'activité d'écrit, c'est uniquement l'image. Oui. Et donc, oui, enfin, j'ai l'impression que parfois les deux. Mais on est dans une culture de l'écrit. On est dans une culture de l'écrit puisqu'on est chez ceux qui ont inventé l'alphabet. Je veux dire, c'est ça qu'il faut se dire. L'alphabet a été inventé par des sémites, hein, notre alphabet. Donc c'est sûr qu'eux, ils ont une longueur d'avance. C'est-à-dire que pour eux, là, à cette époque-là, 600 avant notre ère, l'alphabet est largement rodé, alors qu'effectivement, il commence à peine à arriver chez les Grecs. Hein. Pour faire simple, on a un abécédaire grec, peut-être vers 700, 800 avant notre ère, qui est dans la collection Skøyen, là, que j'ai vu justement. Enfin bref, donc voilà, qui serait le tout premier texte grec, voilà. Voilà, bon. Donc ça c'est, mais voilà, donc on sait très bien que quand on arrive en Occident, il y a un train de retard, on va dire. Voilà. Bon, mais je vois que c'est déjà l'heure. Alors donc on a bien travaillé sur ce texte-là, cette époque-là, sur des structures, comme je vous disais, donc de lettres, d'un genre épistolaire.
je pense que ça pourrait être intéressant qu'on en refasse un aussi, ne serait-ce que pour que vous puissiez vous entraîner un petit peu à la lecture aussi de cet alphabet. Mais en attendant, on va varier les plaisirs, n'est-ce pas? Donc j'ai déjà mis sur Moodle un autre texte qui est un texte de Qumran. Donc là, on part plusieurs siècles plus tard, mais qui sera d'un autre genre littéraire et aussi intéressant et différent aussi de ce qu'on a fait au semestre passé. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon Oui, travail. excusez-moi. Oui, oui. Attendez. Alors la référence de Stéphane Wimmer, juste pour la donner rapidement, je ne la connais pas. Ça date de 2008, mais je n'ai pas la référence exacte. Mais vous tapez Stéphane Wimmer 2008, vous verrez, et c'est Palestinicius Hieratisch. Donc, il n'y a pas 36. Voilà, je l'ai pas en tête comme ça. Voilà. Bon, mais de toute façon, je reste disponible pour répondre à vos questions si vous voulez. Mais là, je vais libérer officiellement tout le monde et vous souhaiter un bon travail et au plaisir de vous retrouver très prochainement.